Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? Alors aujourd'hui, je reçois Xolt, donc salut Loïc. Merci Salut Steph. d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Donc pour te présenter, tu étais tatoueur au shop Needleside Tattoo à Thonon-les-Bains. On te connaît principalement pour ton style graphique qui a pas mal bougé les codes du tatouage en assemblant à la fois des éléments photoshopés, un peu sous forme de collage sur peau. Donc on va parler de tout ça. Ma première question rituelle du podcast, c'est quelle est ta propre définition du tatouage? Alors, une définition de tatouage, c'est un peu complexe à donner, mais ma définition, ça serait une marque d'un événement, quoi qu'il soit, bon ou mauvais, voilà, qui sert à soit à exorciser quelque chose que l'on a, soit à en acquérir le pouvoir, soit à se rappeler une espèce de devoir de mémoire, quelque chose comme ça. Donc c'est un rituel qui est quand même assez tribalistique, même si dans une société contemporaine, on pourrait le voir comme un truc un peu fashion, il traîne encore quand même, bien sûr, cette espèce de petits rites, de marquer, d'avoir une importance. Voilà, je pense que actuellement d'ailleurs c'est en train de changer. Je pense qu'il y a rien qui est statique et encore moins pour le tatouage, puisque c'est quelque chose de social, donc ça évolue aussi en fonction de la société dans laquelle on évolue, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter ton premier tatouage en tant que tatoué? Alors sur moi, c'est mon frangin qui l'a fait. Donc dans la famille, l'artiste était plus mon frangin du coup à l'époque, puisque lui, il avait fait une école de tailleur de pierre, donc il avait les dessins techniques et puis il dessinait déjà depuis longtemps. C'était vraiment plus mon frangin qui dessinait. Moi, ça m'a jamais plus attiré que ça, si tu veux. Et donc quand il a fait l'armée, forcément, à l'époque, hein, mon frangin, lui, 73, donc voilà. Il a fait l'armée à l'époque, il savait dessiner, donc t'as tous les gars qui disaient: «Eh, dis donc, mais tu veux pas me faire un tatou?» Donc il s'était acheté, si tu veux, voilà, une petite mallette à l'époque là, pour pouvoir faire un petit peu des petites gratouilles. Et puis, il tatouait chez lui, il était tailleur de pierre, puis il piquait, tu vois, dans son appart, entre tous les gars qu'il connaissait. C'est un peu comme ça que ça se passait quand même à l'époque, hein, il y a un peu plus de 25 ans. Et voilà, c'était le délire. On dit: «Ben voilà, pour tes 18 ans, tu auras ton premier tatou». Nous, quand on était gamin, effectivement, on se rêvait toujours d'un tatou, même si c'est pas dans le on a tous toujours vu un tatouage dans un film, un vieil oncle qui a une vieille merde sur le bras. Enfin, tu vois, c'est toujours le truc quand t'es gamin, tu dis: «Ouais, ben nous, quand on sera grand, on aura un tatou aussi». Donc voilà, il m'a dit: «Ben pour tes 18 ans, tu auras ton tatou». Donc ça a été ma première expérience, mon frangin qui m'avait refait un espèce de tribal que j'avais redessiné avec plusieurs pochettes. C'est un chouette cadeau pour tes 18 ans. Et ton dernier tatouage, ça date de quand? C'était quoi? Tu continues encore à te faire tatouer? Alors non, pour l'instant, je ne continue plus et je sais pas si je continuerai. Après, c'est pareil, on peut jamais dire jamais ou plus jamais. Mon dernier tatouage, ça devait être il y a 3 ans ou quelque chose comme ça, ouais. Là, c'est en pause. Alors, moi, j'ai toujours une réflexion sur le tatouage qui a toujours été assez,
profonde, entre guillemets, je sais pas si on peut dire profonde, mais moi, mon introduction dans le tatouage, c'était avec ce qui m'a un petit peu vraiment fasciné, c'est le tatouage polynésien avec vraiment tout leur sens, leurs symboles, le côté hiérarchique que ça peut représenter ou de représentation de ce qu'est la vie d'une personne. Donc, ça m'a toujours fasciné. La magie et le pouvoir que ces motifs et symboles pouvaient apporter à une personne, en fait, hein, ou leur donner un statut donc, j'ai toujours eu moi, personnellement, à chaque fois que je me suis fait tatouer, ça devait avoir une importance, si tu veux, et dans le symbole et de par la personne qui le faisait. Et bon, après, tout au long de la vie, voilà, on grandit, on a des expériences de vie, et je me suis aperçu finalement, il n'y a pas très très longtemps que personnellement, c'est un reflet personnel, hein, du coup, personnellement, moi, j'avais ce truc-là où j'ai du mal à apprécier le moment présent, si tu veux. Je suis jamais dans mon moment présent. Et que, et que le tatouage, si tu veux, ne m'aidait pas à rester dans cette configuration, enfin, ne m'aidait pas à sortir de cette configuration plutôt, dans le sens où euh, à se faire marquer quelque chose pour une projection du futur ou pour enterrer le passé ou pour vivre dans le présent ne fait pas. C'est une espèce de canne qui t'aide. Et je me dis, la seule canne que je pourrais avoir, finalement, elle est moi dans ma tête ou dans mon cœur. Enfin, ça dépend après comment on voit la chose, mais grosso modo, j'essaie plus de me forcer, par exemple, si je vis un bon moment, soit avec une personne, soit personnellement, à essayer de me le garder, comme de le traduire plus mentalement. Et j'aurais l'impression, si tu veux, à l'heure actuelle, hein, que si je me referais tatouer un symbole, je serais plus dans cette appréciation du moment. Et pour revenir un peu au début, comment as-tu connu le tatouage? Est-ce que tu as toujours rêvé d'être tatoueur? Moi, j'avais toujours dit le tatouage, il est venu à moi dans le sens où j'étais juste un gamin perdu à 18 ans. Voilà, j'avais déjà un tatouage que mon frangin m'avait fait. J'ai déménagé dans une rue où il y avait un tatoueur. Et à l'époque, tu vois, j'étais pas bon à l'école, j'avais tout quitté assez de bonne heure, j'avais pas de diplôme. Mon père est maçon, donc je faisais de la maçonnerie soit avec lui, soit avec n'importe qui où je pouvais trouver. Et puis, en rentrant chez moi, torse-poil en short en plein été quand il faisait chaud, en rentrant de maçonnerie, il y avait les gars qui me mataient avec les tatous. On a commencé à discuter. Voilà, c'était chouette. Et puis, je traînais de plus en plus au shop. Et puis, voilà, le gars, il m'a dit, ben, écoute, tu veux faire du piercing? On a besoin d'un perceur. Je dis, ben ouais. Il dit, ben, écoute, tu te perces toi, tu te perces deux, trois potes, et puis tu viens percer à la boutique. Et, euh, et donc, il y a 25 ans, si tu veux, on faisait pas non plus 25 piercings par jour. Donc, j'avais le temps de regarder les gars bosser, commencer à faire un petit peu de sté, je commençais à souder un peu des aiguilles, regarder comment ils faisaient, refaire un peu des dessins. Et puis, il m'avait posé la même question. Il ouvrait un autre shop, il m'a dit, bah, écoute, tu veux tatouer? Je me dis, ben ouais. Il me dit, ben, tu tatoues toi, tu tatoues des potes, et puis, ben, tu viens tatouer. Et voilà, c'était parti. Et si tu veux, à l'époque, l'intérêt que moi j'avais eu là-dedans, bon, déjà, j'étais un gamin paumé, ça, là, d'un coup, tu vois qu'il y a de l'attraction autour d'une personne, c'est un truc qui donne envie. Et puis, il y avait un autre point aussi, c'est que, travaillant soit dans le TP, soit en maçonnerie, tu arrives là-bas à 7 heures, on te propose ni un café, et presque on te crache sur la gueule en te prenant pour un chien. Et là, je voyais le mec qui se levait, il était là à 11 heures, il fumait des gros joints, café. Ils arrivaient, ils leur amenaient du pinard de leur endroit, le gâteau que la grand-mère elle avait fait. Et là, t'es là, toi, tu regardes ça à 18 ans, tu fais putain, merde, ça me branche un petit peu plus que dans l'état lequel je suis. Et voilà, j'avais besoin d'un truc de nouveau et d'un truc que je me sente un peu, tu vois, je sais pas, un peu libre. Voilà. Et donc, je suis rentré là-dedans comme ça, puisque tout était facile aussi, tu vois, dans les connexions. Genre, tu veux tatouer, ouais, tiens, vas-y, tatoue-toi, tatoue des potes et c'est parti. Donc tu as appris un peu tout seul et en même temps tu étais un peu accompagné par la personne de ce shop Exactement. pour t'apprendre quand même les bases. Non, mais par contre, j'étais là et moi, je pense qu'on apprend en regardant. Donc, j'avais que ça à faire toute la journée. Je pouvais regarder les gars. Il y avait d'autres gars qui bossaient. Voilà, donc tout seul, mais accompagné de visuels, tu vois, et puis de gestuels aussi, que c'est super important, quoi. Et est-ce que tu as fait des rencontres un peu déterminantes justement dans ton parcours ou à tes débuts qui t'ont encore donné envie ou inspiré, enfin, t'ont motivé Bien sûr. dans cette démarche?
Bien sûr, il y en a tout plein, hein. Il y en a plein après de la petite rencontre qui a pas vraiment d'importance à citer ici jusqu'à des grandes, c'est évident. Tout le long du parcours, tu as toujours des gens soit qui t'inspirent, soit qui te soutiennent. Moi, j'en ai eu plusieurs. Hein. Déjà Noon, hein, qui a été une rencontre dans le genre où je l'avais invité à bosser à la boutique parce que lui, il commençait. J'appellerais. Il y a plusieurs vagues là dans cette vague de design graphique qui ont commencé. Je pense qu'il y a vraiment la première vague. Et puis, moi, je dirais, je ferais partie de la deuxième vague, tu vois, où c'est que nous, on avait commencé déjà à toucher un petit truc. C'était pas encore là, mais tu vois, déjà, ils avaient pris des tournants très importants. Et que quand lui avait vu mon taf, si tu me dis, ouais, putain, mais là, c'est vraiment pas mal. Il faut continuer un petit peu dans cette voie. J'ai Corey Flatmo, qui est un Américain qui est incroyable, qui était venu aussi pareil à la boutique quand il y avait la convention d'Evian, puis qui m'a donné des petits tips. Tu vois, il me regardait bosser, il était là, le mec, il est incroyable, un niveau de fou. Il y avait je sais pas combien d'années de métier, puis et super humble, a filé des petites techniques. Il me disait, ouais, putain, tu vois là. Il me dit, ouais, est-ce que des fois, quand tu fais un truc en noir, comme ça, tu vois que sur la fin, c'est un peu moins noir? Je dis là, ouais, ouais, putain, mais ça vient d'où? Il me dit, ben, en fait, ça vient de tes caps. Tu mets 2 caps de noir parce que tu as une dilution avec le sang qui s'opère sur ton premier caps. Du coup, quand tu les switches, en fait, tu as toujours un noir à peu près constant. J'étais là, ouais. Enfin, tu vois, c'est des petits détails de tout bête qui, du coup, d'un noir qui pouvait passer un peu au grisé sur une fin, j'avais des noirs qui sont complets. Eh ben encore une fois, pareil, il y a 20 ans, c'est des trucs que d'un coup, t'as un tatouage qui est sympa et propre, t'as des trucs qui sont putain de clean, putain de noir, donc très surprenant si tu veux pour le reste des gens qui sont extérieurs à la scène. Voilà, d'autres personnes, Adam Foreman aussi, pareil, encore un Américain, suite à la convention d'Evian, qui était venu bosser directement à la maison, qui lui bosse pour Disney, qui fait des illustrations incroyables, qui avait un mode de pensée, si tu veux, et qui m'a développé aussi cette idée. Il s'était passé un événement très important quand il était venu passer, que j'avais basé quasiment tout le reste de mon travail par la suite sur ça. Je te l'expliquais vite fait. Donc, ce mec-là, il venait, c'est le Dats, là, le mec qui organise Evian, qui m'avait dit, oui, tiens, on a des Américains, ce serait bien qu'ils viennent bosser après pendant qu'ils soient là. Donc, il m'avait envoyé au studio. Et bon, il n'était pas connu, c'était il y a plus de 15 ans, donc c'était dur de faire du truc de guest. Et donc, lui filer un peu tout le tout venant qui venait à la boutique. Hein. Moi, j'avais un strip shot, voilà, Needed Side. Et donc, il vient, il bosse. Et puis, moi, j'avais un client qui venait, José, qui s'appelait, donc, type un peu espagnol, évidemment, que j'avais déjà tatoué plusieurs fois, un peu, je vais pas dire casse-pied, c'est un gros mot, mais tu vois, un peu petit tatillon sur des petits détails, son petit truc qu'il a récupéré, le dessin qu'il a ramené. Et puis, une fois qu'il t'aime bien, ben voilà, il veut que toi, ce genre de choses. Bon. Donc il vient et puis ben là, je lui filais ce que José avait amené à Adam, tu vois. Et donc en référence, lui m'avait amené une coupure de journal. On voyait un rugbyman avec une tête de taureau. Donc en fait, on voyait rien. On voyait probablement que c'était une bête, un peu quelque chose sur l'homme, et on ne pouvait pas dire que c'était ça. Donc je dis à Adam, ok, tu dois faire une tête de taureau sur lui. Il dessine un truc incroyable. Je le présente, José arrive et je lui dis, bah, écoute, José, on a un guest ici, voilà, super niveau, il t'a préparé ça, c'est lui qui va te tatouer aujourd'hui, ça te dérange pas? Il dit, ah, ok, regarde le dessin, il dit, ah, putain, j'aime pas du tout. Et moi, je me sentais, si tu veux, un peu con, parce que, ce mec-là, il défonçait, il avait fait un dessin personnalisé. Je comprenais que la référence, elle était claquée, et que malgré tout, il préférait une référence qui était pas belle, plus qu'un dessin personnalisé pour lui. Comme je me sentais mal, je lui dis, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je te laisse 10 minutes là dans la salle, j'avais une petite salle à côté. Tu regardes le dessin, tu comprends qu'il est fait pour toi, comprends que cette personne-là, elle a dessiné la spéciale, c'est un illustrateur, elle bosse pour Disney. Enfin, je fais un espèce de petit topo et je dis, ben à la fin, si ce motif il te plaît pas, c'est pas de problème. Moi, je te le refais et j'étais prêt à filer même les thunes, tu vois, genre à Adam pour qu'il se dise, bon voilà, il a fait quand même un peu sa journée. Et au moins comme ça, il n'y a pas de problème. Il dit, ok, il va dans la salle, il revient et là, il me dit, il est parfait. Et, et du coup, ça a changé parce que de ça, ah ouais, ça me plaît pas du tout jusqu'à ce qu'il est parfait. Tu vois, il y a quand même un long chemin. Et j'ai appelé ça, du coup, le syndrome de José, où j'ai vraiment posé ce truc-là pendant longtemps. C'est-à-dire que une fois que je composais un dessin et qu'on, du coup, encore une fois, on se remet en place, hein, c'était il y a 15-20 ans, tu vois. Donc, c'était pas des visuels que les gens avaient l'habitude de voir.
Et j'ai toujours fait ce machin et à 99% ça marche. C'est-à-dire, je disais à la personne: «Écoute, je l'ai fait pour toi. Ce machin, il explique ci, c'est ça, c'est moi qui l'ai fait. Si je te laisse regarder 10 minutes, te mettre un petit peu en accord avec. Si ça te plaît pas, on le change et on fait ce que tu veux». Et donc ça a été assez déterminant pour ma méthode de travail dans la suite, dans le sens où, j'ai vraiment compris qu'il y avait un truc qui se passait avec cette espèce d'isolement quand les gens peuvent s'approprier finalement un design ou un dessin ou J'aime beaucoup le syndrome de José. Non, mais ça permet aussi de passer au-delà de ses préjugés. Au début, c'était pas ce qu'il voulait, donc refus total. Et finalement, avec le recul et te rendre compte bah, que le motif, il est mieux que ce qu'il voulait, ça correspond peut-être encore plus à ses attentes. Et voilà, de réfléchir un peu, quoi. Au-delà de ses attentes qui n'étaient pas réalistes ou qui n'étaient pas très ambitieuses d'ailleurs. Et tu beaucoup transmis aussi en prenant des apprentis. Je pense à Kofi, complètement. Bwitz, Expanded Eye. Est-ce que tu as aimé, transmettre? Qu'est-ce que, toi, ça t'a appris de ton côté? Alors, bah, moi, ils m'ont nourri sur à tous les niveaux, hein. Alors déjà, en termes d'âge et de référence, c'était super important et ensuite tous ces petits kids là qui sont venus, ils sortaient tous d'école d'art et que moi j'ai jamais fait d'école d'art, si tu veux. Ça a été le premier truc avec Kofi où quand lui était venu, si tu veux, il sortait d'une superbe école d'art, il avait déjà un univers incroyable, tous ses dessins étaient beaux, c'était des tableaux, c'était toujours frais, un visuel, génial. Et moi, ça, j'avais pas, si tu veux. Par contre, j'étais un bon technicien, et ce depuis le début. C'est-à-dire que tu me demandais une ligne droite, je te faisais une ligne droite, un carré, c'était carré, un rond, et tout ça. C'est ce qui faisait que j'étais un bon tatoueur, grosso modo, dans ma ville, mais artistiquement, j'étais très pauvre, quoi. Si tu me demandais de commencer à faire pas une allégorie de quoi que ce soit, ouais, j'étais perdu, je comprenais rien à ce que tu disais, si tu veux. Et le premier deal avec Kofi, c'était ça. C'était, bah, écoute, moi, je vais t'apprendre à faire un trait droit. Et puis toi, tu vas m'apprendre ce que tu as fait, ce que tu as appris en fait en école d'art, quoi, histoire de l'art, Photoshop. Je lui ai demandé, il m'avait fait, je me rappelle, je sais même pas si je l'ai pas encore, une feuille A4 avec tous les shortcuts que tu peux avoir, tu vois, pour manœuvrer un petit peu les fichiers sur Photoshop. Et puis, je me suis mis un an où j'ai acheté un ordi, je me suis mis un an dessus comme un fou à faire des petits trucs. Donc au début, c'était un petit peu sketchy, je faisais un petit peu sur l'ordi, après je l'imprimais, je redessinais des trucs que j'arrivais pas à faire. Mais oui, Olive, c'était le départ de ce truc-là où vraiment il a commencé à me nourrir. Et puis après, ben, les autres aussi, hein, et tous sortaient, Marion, elle a fait une école d'art, pareil, elle était déjà incroyable. Expanded Eyes, ils avaient pas fait d'école d'art, mais c'est un petit binôme qui sont aussi charmés. Ils avaient déjà une petite patte là qui était très chouette. D'autres, hein, Paolo Bosson là, qui faisait des trucs charmés, qui était à l'ECAL là, une école d'art de Lausanne qui est super bien cotée. Pierre Roty, euh, qui est euh, qui est enfant d'architecte, tailleur de pierre, graffeur, enfin qui est multidisciplinaire et qui est aussi incroyable. Donc tous ces gens évidemment ont apporté une connaissance supplémentaire, un nourrissement aussi personnel. De les voir aussi entre eux s'échanger, ça c'était aussi, tu vois, c'était aussi chouette. J'ai aussi mon pote Laurent Toko qui était venu, parce qu'il avait commencé un peu dans son coin, qui est venu aussi se parfaire. Là, ouais, non, tout ça, c'est très important. Où moi, j'ai pas l'impression là-dedans d'avoir été, si tu veux, j'étais un apprenti comme eux. J'étais pas, même si c'était moi, bah oui, le boss du shop et puis qui était un peu en expansion. Évidemment, humainement, je le faisais sentir aussi, mais oui, personnellement, j'étais aussi un apprenti. C'est-à-dire, j'apprenais d'eux de manière incroyable, ils me nourrissaient de manière fantastique. Ouais, c'était un enrichissement mutuel. Complètement. Ou moi, à part leur dire, écoutez les gars, moi pour faire un bon tatouage, ce qu'on va faire en premier temps, c'est que vous allez vous tatouer tout seul. Je pense pas être là-dedans, être un bon maître d'apprentissage, mais je suis un bon maître d'apprentissage dans le sens où j'ai juste ouvert les portes, les guider vers des personnes que je connaisse qui ont des affinités plus ou dans le travail ou personnel, et puis à essayer de donner les bons petits tips pour dire ouais voilà, je pense que tu veux savoir ce que c'est le tatouage, ben tu tatoues toi, c'est-à-dire que tu dois gérer d'un coup douleur et technique pour que quand tu le fais à une autre personne, ben, en fait, déjà, t'es pas perdu, quoi. Qui a été le truc d'ailleurs avec Olive Kofi pendant un moment, c'est-à-dire que comme j'arrivais pas à comprendre, si tu veux, le côté artistique, Olive, moi, il me rendait malade. Il arrivait pas à faire un trait droit, quoi.
Et moi, c'était mon seul point fort, si tu veux. Je n'avais rien d'autre que de savoir faire une ligne droite. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre ce truc et je m'énervais tellement et à un moment, je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui va pas dans son taf? Est-ce que le fait qu'il ait un trait un peu craquelé, ça rend son taf moins intéressant? Bah non, parce que visuellement, si tu veux, artistiquement, c'était déjà bien. Donc il avait un trait, le mec, on aurait dit qu'il avait éternué toutes les 5 minutes ou droit, ça change rien parce que de toute façon, lui, son dessin, il était un peu comme ça, c'était très sketchy, très graphique. Je me dis: «Mais en fait, pourquoi je le fais chier à faire un trait droit alors que visuellement son truc il marche. Ça a pas besoin d'être plus que, droit. Ça marche déjà. Et le tatouage, c'est tu fais ce que tu veux, tu vois? Encore une fois, transmettre, moi je dis souvent comme exemple pour tout, heu, si quelqu'un avait transmis ce qu'il savait faire à Jimi Hendrix, ben, on n'aurait pas Jimi Hendrix. Machin, il jouait, la guitare à l'envers, les cordes à l'envers, et combien de fois lui, il a dû entendre: «Hey gamin, tu tiens pas ta guitare dans le bon sens là». Et s'il avait écouté ces gens-là, ah, il ferait, tu comprends? Il ferait pas ça. Et moi, ça a été mon truc, c'est-à-dire que pourquoi j'essaie de lui faire un trait droit, même si maintenant d'ailleurs elle fait des traits incroyablement droits. Peu importe, ça c'est une évolution aussi de son taf, mais je dis: «Pourquoi je dois le faire chier à faire ça alors que visuellement c'est beau?» Et alors que oui, tu peux dire, «Nanana, ouais, le trait il est pas droit, machin, c'est pas bien rempli». Mais ici, on cherchait en fait finalement autre chose. On cherchait à mettre en place des visions artistiques plus qu'une technique de tatouage. Ensuite, tu beaucoup voyagé. Je sais que tu as fait des guests à l'international. Qu'est-ce que ça t'a apporté de promouvoir ton art ailleurs et quels échanges ça a pu, provoquer? Ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'évolution un peu personnelle. Alors évidemment, c'est incroyable de voyager, avec son taf. Alors après, moi, ce que ça m'a apporté aussi, c'est justement de me recadrer sur moi et sur mes envies de ce petit moi, si tu veux, dans le sens où, tu es un peu comme un passeur, donc effectivement, les gens, ils ont envie de t'avoir sur leurs bonnes augures, tu vois? Donc voilà, on va t'amener des cadeaux, une espèce d'offrande pour la cérémonie, si tu veux, un peu. Par la suite, je me suis aperçu que le seul truc qui a été nourri là-dedans, c'est plus l'ego dans le sens où, voilà, c'était agréable d'arriver dans des endroits où les gens, bah, ils kiffent ton travail, mettent en référence et que, de là où je venais, si tu veux, moi, j'avais plus une impression, sur la fin, que l'ego, c'est pas vraiment ce que je recherchais moi dans cette conquête. C'est un monde d'ego dans le sens où quand on est un artiste, de toute façon, on doit faire voir ce qu'on fait et que si on n'a pas un peu d'ego, on ne peut pas être un bon artiste. C'est ma vision, hein, c'est pas forcément la bonne, mais c'est comme ça que je le perçois et on peut le voir dans tous les niveaux, d'art qu'il y a. Il y a toujours des trucs qui sont, les nez en trompette. Enfin, tu vas dans un truc de peinture, tu as l'impression que les gens, ils vivent sur l'Olympe, tu vois? Alors que, on va dire: «Mais mec, tu fais que de la peinture, hein», et même si c'est charmé, bon, au contraire. Ouais, c'était un rapport un peu particulier pour moi qui pareil, je viens d'un petit village, tu vois, une famille étant, vécu en mobil-home, le père maçon, enfin, tu vois, d'un coup, c'est compliqué d'arriver dans le monde de l'art où c'est que les gens, ils ont des nez comme ça et alors forcément, quand tu viens de là et que tu arrives et que tu peux atteindre des sphères, j'ai travaillé aussi après pour des marques, bah, au niveau de l'ego, qui «Ah putain, mais c'est incroyable». Moi, je sors de là et d'un coup, on m'appelle là, on dit: «Ouais, ton travail est super», on te fait des massages, pour pas dire des noms d'oiseaux et forcément, tu vois, de 20 à 35 ans, tu dis: «Bah, ouais, c'est génial quoi, on va le prendre jusqu'au bout» et puis après, tu vois, ça pareil, ça s'étiole en se disant: «Bon, est-ce que c'est vraiment ce que je recherchais, dans mon être intérieur?» Je pense pas. Et on va parler un peu, de comment tu as développé ton style. Donc tu as vraiment créé, ton propre style. Tu t'es, affranchi des codes, du tatouage, traditionnel. Comment l'expérimentation t'a amené à trouver ce style que certains qualifiaient, dans les années 2000, le courant Photoshop? J'ai lu ça. Alors ça s'est fait, par le biais de Jeff de la boucherie moderne. Donc je te disais, j'étais, le bon tatoueur, du village puisque, ben, voilà, j'avais un shop, je savais faire des traits droits, j'étais capable de te reproduire une image si tu peux en amener une. Hem, donc jusque-là, ça allait bien, mais moi, si tu veux, intérieurement, je savais qu'artistiquement, j'étais pauvre. C'est-à-dire dès qu'on me commençait à sortir un peu des cases, qu'il fallait que je mixe plusieurs images, je commençais déjà à avoir du mal. J'avais beaucoup d'idées et si je devais dessiner, si tu veux, ça me prenait vraiment un temps, énorme puisque j'avais pas de technique en dessin, donc il fallait que je fasse des calques sur des calques sur des calques.
C'était assez pénible pour moi. Donc Olive était là un petit peu au même moment. Et là, d'un coup, je vais à la convention d'Évian et je vois Jeff. Et il y avait les premières Maries, je sais pas si tu te souviens qu'il avait fait là, comment on appelle ça, en Alphone, là, en Alphone Pattern, là. Et là, j'arrive, je fais putain, mais incroyable en fait. C'est ça que moi je dois faire puisque en bossant avec un ordi, ça me permettra d'être beaucoup plus à l'aise, en tout cas dans les mixtures de dessin. Donc la première vraiment référence marquante, ça a été Jeff avec ces premières choses-là. C'est là où j'ai dit putain, faut que je me prenne un ordinateur et je me cale sur ce programme. Et ça a été effectivement parlant puisque les idées, Photoshop c'est assez simple, c'est pas comme une feuille de papier. Moi le truc qui me plaît pas, tu l'effaces et puis voilà basta. Et si trop plaît, tu revas tu vas dans l'historique et tu le retrouves. Et c'était, du coup, pour moi, c'était un instrument intéressant, si tu veux, où c'est que ça me permettait de tout de suite effacer ou de tout de suite apporter quelque chose visuel sans prendre le temps de dessiner pendant une semaine avec des calques et des recalques et des machins qui me plaisaient pas forcément. Donc ça, oui, là, ça commençait comme ça. Jeff qui a explosé le truc, puis le courant commençait vraiment tout juste à balbutier là à ce moment-là. Donc il y avait d'autres personnes qui tentaient d'autres choses. Donc au début, ça a été finalement une espèce de pickpocket sur tout le monde pour arriver après, voilà, à mon style un petit peu plus solide, tu vois, plus terminé entre guillemets, quoi. C'était une démarche assez avant-gardiste. Comment ça a été accueilli sur la scène tattoo dans le milieu des tatouages? Du coup, c'était le début et tout le monde essayait de se trouver une place. Donc, il y a eu beaucoup de petits grinding un peu à droite, à gauche où ils en diraient, eh, putain, tu m'as piqué ça ou tu m'as copié ou avec Jeff, on n'a jamais eu ça parce que moi, j'étais depuis le début en disant oui, bon, bah, c'est Jeff qui m'a donné l'idée, finalement inspiré d'aller un peu dans ce truc-là. Donc, lui, on n'a jamais, on s'entend bien, on n'a jamais eu de trucs où il me dirait, eh, tu m'as piqué ça, tu m'as piqué mes idées. Mais souvent, j'avais des gens qui me disaient, ouais, tu copies Jeff. Je dis, mais mec, je copie personne. Ben écoute, ça a été plutôt bien pris. En plus, j'avais cette petite technique du syndrome de José, donc au niveau des clients, ça permettait de le faire passer bien. Après, c'est vrai qu'en France, c'était pas non plus super de ouf bien vu. Ça a commencé à être bien à partir du moment où je voyageais en fait. Je suis allé à New York, après je suis revenu d'un truc où c'est que ça intéressait personne. D'un coup, j'étais trop bon et c'était excellent. Enfin, voilà. C'est un peu aussi le truc de l'art qui à la fin ça tu dis putain c'est un peu faux, c'est un peu faussé quoi. J'ai envoyé mes photos en CD à des magazines, ils me répondaient jamais. Je reviens de New York, les mecs ils te connaissaient ton prénom, ils aimaient ton taf. Enfin tu vois tous les trucs qui pour moi en termes d'humain c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Mais est-ce que c'est parce que tu as été soutenu par des artistes ou est-ce que... Mais par Noon, c'est grâce à Noon que je suis allé à New York en fait. Ouais, ouais, parce qu'on avait fait la convention, on tournait après souvent en convention ensemble, tu vois, on s'aimait bien, on était des bons potes. Et Noon, à la fin, était venu me voir, il m'a dit, écoute, ça, tu sais quoi, c'est une opportunité de vie, c'est un truc que tu refuses pas. Le mec, il dit, tu viens à New York, tu te prends un avion maintenant et tu y vas, quoi. J'ai dit, ouais, mais mec, écoute, moi, je suis un flippé. Il me dit, ben, on y va ensemble, on prend l'avion ensemble si tu veux pour la première fois, quoi. Donc voilà. Et c'était un petit peu le départ. Et après ça, bon, ben, forcément, tu fais New York. Donc, en renommé pour le nom, ça marche. Tu manges du visuel, quoi. New York, c'est une ville artistique qui est incroyable. Tu t'en bouffes du matin au soir. Donc, tu vois, ça m'a percuté aussi. Voilà. Puis après ça, ça a été simple, hein. De toute façon, je suis allé une fois à New York. Après, j'ai dû aller de partout. Genre, tout le monde m'écrivait de partout. Il fallait que j'aille à Athènes, il fallait que j'aille à Berlin, il fallait que j'aille à Londres, il fallait que j'aille à Birmingham. Enfin, faut aller dans tous les pays d'Europe et puis ailleurs, tu vois. C'est fou comme ça va vite d'un coup, finalement, la notoriété. Pour revenir un peu sur tes motifs, souvent tu mélanges à la fois des portraits réalistes, des patterns géométriques, des lettrages. Ça fait une sorte de collage digital que tu transmets sur la peau. Quelles sont tes étapes de construction de tes motifs? Je demandais au client qu'il me fasse une espèce d'email avec ce que lui qu'il a envie d'exprimer, ce que ça représente, pourquoi. Et moi, je lis son email en fait sans vraiment le lire ou je le lis en prenant tout de suite des mots qui me sautent aux yeux ou des informations qui me paraissent pertinentes. Je fais une recherche Google avec ces mots-là et puis il y a des images qui sortent et puis je sors les images qui me parlent, qui moi je trouve intéressantes ou que je dis que je peux je peux y mettre un bon filtre ou quelque chose comme ça et puis je crée un design à partir de ça.
Et puis voilà, le client me dit bah oui, on est tout bon, ou tiens bah là est-ce qu'on peut changer, j'aimerais un numéro un peu différent, ou tu as choisi cette écriture mais ça me correspond pas, puisque des fois tu vois bien quand tu fais une recherche Google, tu tapes je sais pas, tu vas taper hérisson et puis tu vas avoir des phacochères dessus, donc des fois on comprend pas vraiment c'était quoi le lien dans ce qu'ils proposent, mais je suivais ça aussi dans le sens où ben des fois il y a des trucs qui ont rien à voir, mais pour moi il est tombé dans ma recherche Google, j'aime l'image, je la prends et je vais l'inclure dans le design, tout simplement. C'est ce qui permettait d'avoir ce truc-là, où c'est que des fois, tu avais des trucs complètement incohérents. Et, euh, et après, en regardant l'art contemporain aussi, plus tard, tu t'aperçois que c'est des fois l'élément pertinent, c'est celui-là, c'est celui qui n'a rien à voir avec et qui finalement, en cherchant un peu, il donne des liens qu'on n'aurait pas forcément pensé. Donc, c'est ce qui m'intéressait. J'aime beaucoup travailler comme ça en sérendipité. Photoshop, ça permet de faire ça. C'est-à-dire que des fois, je pose un calque, j'ai pas fait exprès, j'ai fait une mauvaise manipulation, et ben, putain, il y a un truc qui claque. Et à la fin, ce qui m'intéressait, si tu veux, c'était ça aussi, c'est d'avoir un visuel qui était intéressant. Pas forcément de garder la ligne conductrice, mais d'avoir un visuel intéressant qui gardait les éléments au maximum du descriptif du client, en fait. Il y a une sorte d'alliance entre l'artisanat et le numérique. Ouais, ouais, un petit peu. Ah bah, c'est gentil. Après, ça a super évolué, c'est-à-dire, dans le sens du début où je te disais que je commençais à faire des trucs Photoshop et puis je devais déterminer pour ajouter des lignes, pour noircir des endroits ou pour faire des effets un peu de dégradé. Hem, Encore une fois, moi, comme j'étais un bon technicien, au début, je sortais vraiment que des trucs tout en noir, il y avait pas de texture, et une fois que je me suis senti à l'aise là-dedans, et ben, je commençais à rajouter un peu de texture. C'est-à-dire, j'avais un personnage tout en noir et puis je me dis: «Mais en fait, là-dedans, je peux lui rajouter un peu de texture», et au final, ça marche pas. Moi, mon projet, je l'ai présenté en noir, je le repasse tout en noir et on est nickel. Donc ça a commencé comme ça un peu l'évolution. Je commence à mettre de la texture. Tiens, bah, ici, on va faire un petit peu de grattage, un petit peu de points, un petit peu de façon, gravure. Hem, voilà, où je me suis permis, à la fin d'incorporer de plus en plus des éléments un petit peu plus pertinents, un petit peu plus travaillés, ou moins travaillés. Ouais, de texture, de couleurs, même d'effets un peu 3D parfois. Complètement. Et c'était quoi tes sources d'inspiration justement? Tu disais art contemporain. Est-ce que c'était aller faire des expos, des musées, des bouquins, ou regarder justement sur internet plein de formes d'art, ou enfin comment ça devenait pour faire ces mix d'idées et de visuels ensemble? Moi, j'ai aussi beaucoup appris de mes clients. C'est-à-dire que je suis très reconnaissant à mes clients de m'avoir aussi apporté autant de savoir, puisque, ben, quand tu dois, un sujet, forcément, pour être au plus proche de ce sujet, tu dois t'intéresser au minimum, et il y a plein de sujets, si tu veux, que je m'y serais pas intéressé, ou je n'aurais même pas, su, l'existence, si tu veux, si le client, il a dit: «Ben, tiens, moi, je veux que tu me fasses, un truc de l'œuvre de machin, et que ça peut être tout, ça peut être un écrivain, ça peut être un peintre, ça peut être un chanteur, ça peut être, une formule mathématique, ou spirituelle. J'ai une banque d'images qui m'a servi à rien, mais qui est nourrissante visuellement, et même pas que visuel, c'est-à-dire que tu peux retourner dessus et lire des choses. Heu, ouais, c'est comme ça que je fonctionnais vraiment, en me nourrissant de tout ce qui peut être, tout autour, donc ben, que ce soit dans le graffiti, évidemment beaucoup de visites de musées, des bouquins, heu, voilà, puis les objets. Après moi, j'ai un truc avec les objets, hein. Je suis un grand collectionneur depuis tout le temps, donc ça apprend aussi beaucoup. Tu as toujours des petits visuels, des codes couleurs, des formes, tout ça, c'est très nourrissant aussi quand tu fais de la création. Mais je pense que tu as aussi été une source d'inspiration pour une génération de tatoueurs graphiques qui sont passés un peu, qui sont arrivés après toi. Ouais. Je pense que ça a ouvert aussi des nouveaux horizons sur les possibilités du tatouage qu'on n'imagine pas toujours. Oui, complètement, sur ce qu'on pouvait traiter. Mais c'est ce que moi j'ai eu déjà avec Jeff, hein, si tu veux, en me Ouais. disant: «Putain, mais oui, en fait, ah ouais, ah tiens, on pourrait faire ça», et après ça a été le truc, c'est-à-dire que moi j'utilisais complètement, alors, en marge de ce que j'utilisais avec les clients, j'avais aussi une envie, moi, d'utiliser c'est ce que Jeff m'a transmis. Enfin, il me l'a pas transmis, mais m'a inspiré, c'est d'utiliser des choses que, soit c'est dans la vie courante, on n'y fait plus attention,
parce que c'est le truc de l'halftone, hein, pattern, là. En fait, ça, on en trouve partout. Tu le vois jamais, hein. En fait, tu prends ta voiture tous les jours. C'est ce qu'il y a, ton dégradé de noir du pare-brise jusqu'au pare-brise. C'est un dégradé en halftone, quoi. C'est complètement, et moi, c'est ça que j'avais repéré chez lui. Je dis, putain, merde, il a utilisé ça. Moi, je l'avais vu sur mon pare-brise. Mais jamais tu dis, ben, je vais faire un design avec ça, si tu veux. Et donc, après, ma recherche, ça a été d'aller chercher ce truc-là qu'on voit soit tous les jours, soit qu'on n'y fait plus attention, ou soit qu'on pense que c'est dépassé ou ce que tu veux, et de l'incorporer. Donc, voilà, des motifs de couture, des taches, des trucs de graffiti. Tu vois, tous ces éléments qui sont un petit peu autour de nous, et c'est ce que je pense qui a du coup inspiré, parce que comme je prenais tout et de tout le monde, le mec il disait, ah, putain merde, il y a de la coulure, c'est génial. Ben moi je suis dans le graffiti, tiens je peux aller vraiment que dans le truc de la coulure. Ou putain il a rajouté un truc de gravure, moi j'adore les gravures, je vais faire que de la gravure. C'est ce qui a été pour moi passionnant, mais enrichissant, c'est de ça, de pouvoir puiser. Putain, il y a tu vois, des fois j'arrivais dans la rue, il y a des trucs qui étaient juste intéressants, ou même des formes ou d'architecture. Paf, je prenais des photos et j'essayais de le retranscrire avec les images et la recherche que j'ai faite pour un sujet sur un client. Et tu as fait aussi pas mal de collaborations artistiques avec des marques, parfois sur des univers très, très différents, comme les voitures, l'horlogerie, enfin, ou Gap aussi, il me semble, Peugeot, etc. Comment ça s'est passé, ça? C'est un peu un autre univers? Eh ben, écoute, ça s'est bien passé dans le sens où moi, de la manière dont je me suis lancé là-dedans, moi, j'y allais à chaque fois en sautant, hein. C'est-à-dire que j'ai commencé le tatou, je savais pas tatouer. D'un coup, le mec, le lendemain, il vient et puis il veut un portrait. Voilà, encore il y a 25 ans, je dis, ouais, tu veux un portrait? Bah ouais, vas-y, y a pas de problème. Bah, j'y vais, quoi. Je sais pas comment je vais le faire, mais on y va. Bah là, ça a été pareil, hein, chaque fois. Oui, tu veux faire là-dessus? Pas de problème. Et puis, bah, après, tu vois, et tu composes, tu composes un peu sur le moment. Qui peut être une force ou une faiblesse, ça dépend hein, de là où du point de vue que tu regardes. Ça devait être des expériences intéressantes, quoi, qui sortaient un peu de l'ordinaire. Peugeot, c'était incroyable, dans le sens où je suis allé vraiment au grand pôle là-bas à Vélizy. Là, tu sais, ils ont un grand centre, mais c'est une ville, hein, le Merdier, quoi, avec des grandes ouvertures où il y a les véhicules qui peuvent aller dans tous les bureaux, enfin un truc de fou. Et je suis arrivé dans le bureau des créateurs, et là, je suis arrivé dans mon paradis. Donc, ils ont des espèces de gros meubles avec que des cases, et chaque fois qu'ils font un projet, ils donnent de l'argent à tous ceux qui sont sur le projet. Ils ont une enveloppe, je crois c'est 150 balles, et chacun ramène un objet qu'il a trouvé. Bon, il peut même garder l'argent et ramasser un caillou s'il veut, mais pour avoir une espèce de ligne sur ce qu'ils ont envie. Donc dedans, et t'as cette espèce de bric-à-brac dans chaque case pour chaque truc, où c'est qu'il y en a un qui va ramener un morceau de tissu, un truc qu'il a ramené d'une brocante, l'assiette de sa grand-mère pour avoir des textures, des couleurs, des formes. Et toutes ces boîtes-là, moi, elles me faisaient rêver. Et je trouvais que de l'aspiration que ça donnait, c'était complètement fou. Tu arrives dans ce bureau, tu voyais les cases. Moi, j'étais juste fasciné. Et le mec, il m'expliquait ça. Je dis, waouh, putain, mais c'est génial. Genre, la boîte à idées Ah, le concept est cool. de, f- de fou. C'est clair, c'était génial. Et donc, du coup, ça aussi, ça montre un exemple de comment toi, tu peux gérer justement toutes ces informations que tu aimerais traduire, ou les idées que tu aimerais mettre en place par cette espèce de boîte. Donc voilà, après la boutique, c'est devenu un truc comme ça où j'amenais moi tous les trucs que j'aime bien, où mon style c'est un petit peu dirige vers un truc entre ancien et puis nouveau, parce que j'aime beaucoup les vieilles choses. Mais je suis assez friand de trucs aussi presque contemporains, j'ai envie de dire. Donc oui, c'était très agréable pour ça, où d'un coup tu as une perception que c'est normal d'agir comme ça, si tu veux, où c'est que tu te crées une boîte à idées, une boîte de structure, où c'est ça, une ossature d'un projet, même si à la fin tu t'en écartes, bah ça donnait le lien pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre, qui t'a amené au résultat final. Donc je trouvais ça ouais très intéressant de bosser dans des boîtes comme ça. Après, niveau bureaucratie, ça c'est plus chiant parce qu'il y a 10 000 bureaux, donc quand tu as présenté un projet, il y en a un qui a dit oui, il y en a deux qui ont dit non, et puis vice versa. Et puis après, c'est trop tatouage, c'est plus assez machin, ou c'est plus assez truc, et c'est plus. Voilà. Ça, c'est le côté un peu plus pénible. Mais oui, bien sûr, dans tous les. À chaque fois, de toute façon, qu'on transfère comme ça d'un milieu à un autre, tu ramènes toujours quelque chose dans ton milieu, hein, c'est évident. Alors, tu as participé cette année à la convention des Gods of Ink à Francfort.
Comme son Oui. nom l'indique, c'est un rassemblement international de grands artistes du tatouage. Et tu as annoncé à ce moment-là que c'était ta dernière convention et que tu arrêtais le tatouage. Tout Oui. d'abord, comment as-tu vécu cette dernière convention? Eh bien, écoute, c'était bien parce que, voilà, c'est des bonnes conventions qui sont bien organisées, où c'est qu'il y a tout ce qu'il faut sur place, donc ça, c'est génial. C'est génial de voir les collègues qu'on voit pas souvent, qu'on voit une fois de temps en temps, ceux qu'on aime juste bien aller boire un café ou juste dire, tu vois, bonjour de loin, c'est toujours agréable. Et après, ben, ça m'a aussi, permis de savoir que j'étais content que ce soit aussi la dernière. C'est des choses qui sont très éprouvantes, quand même, donc voilà, c'était une super expérience pour la dernière, je suis content de l'avoir fait, ouais. Comme c'était le moment où tu as annoncé la nouvelle, comment ça a été accueilli, cet arrêt? Eh bien, écoute, il y a plein de beh, comme d'hab, hein, j'ai fait plusieurs trucs comme ça où, je sais pas si tu avais, quand j'avais arrêté la boutique, j'avais fait, une période où c'est que j'avais fait un peu le gypsy là, tout en Europe. J'allais tourner dans tous les shops et je faisais, que de la performance. Je faisais que des tatouages à la main ou des performances en 7 et 15 minutes. Et là, tu as toujours forcément de sons de cloche, c'est-à-dire que j'ai eu le premier son de cloche où tu as des gens qui gueulaient, disaient: «Ah putain, mais c'est de la merde, pourquoi ça?» ou alors: «Ah putain, mais tu faisais des trucs incroyables et maintenant tu fais des bousilles, c'est nul». Et puis après en message privé, j'avais des putains de tatoueurs qui m'ont envoyé, ils me disent: «Mec, tu trop des couilles, moi je me rêverais de faire ça, puis je le peux pas». Et je le comprends, c'est aussi, tu vois, de dire d'arrêter, c'est aussi un peu ce machin où, en règle générale, l'être humain, il pense que tout est statique et que tout reste, comme, c'est à sa place. Et bon, ça déjà, c'est pas vrai. Oui, ou après où il y a des gens, voilà, qui disent que c'est incroyable, qu'eux s'en rêveraient de le faire. Et puis, donc voilà, ça a été pris comme ça, des gens qui disent: «Ah mais non, putain, mais c'est trop dommage, moi je voulais me faire tatouer pendant tellement de temps», et puis d'autres qui me disent: «Ben voilà, moi aussi je me rêverais de le faire, il y a d'autres choses que j'aime bien». Puis on est pris dans ce mouvement où c'est que, ben, c'est ton métier, ben, tu nourris ta famille avec ou tu payes ton loyer. Donc d'un coup, c'est compliqué de se dire: «Bah tiens, OK, bah, c'était chouette, je vais faire autre chose». Il y a cette espèce de petite peur, tu vois, de faire un saut. Personnellement, dans ma vie, c'est toujours le truc de dire: «OK, si on fonctionne avec les peurs, on fait rien». Et voilà, donc faut le faire, faut se lancer, quoi, peu importe ce que les gens disent ou en pensent ou Oui, ça t'empêche pas d'avancer. Et c'est tout récent parce que tu as rendu le local de ton shop le 15 octobre. Est-ce que tu peux partager pour quelles raisons tu as souhaité arrêter le métier de tatoueur? moi, je me suis aperçu aussi que pour le tard à la fin, je nourrissais plus mon ego, en fait, là-dedans, qui est super important, hein, et nécessaire, on reste d'accord là-dessus. Mais je nourrissais plus mon ego où c'était pas franchement le petit moi, tu vois, qui était là-dedans, à chercher l'ego, et que j'ai du mal à trouver ma place si l'ego parle pas plus. Comment on peut trouver une bonne place en étant, quand même pris au sérieux, sans se prendre au sérieux? C'est un truc qui m'a toujours gêné. Par exemple, pour reprendre avec le truc de Peugeot, moi, au début que j'ai tatoué, donc j'avais commencé dans ce shop-là, mais après c'était mal passé. J'étais parti sur Paris et j'avais fait un petit peu la tournée pour trouver un apprentissage. Et voilà, bon, ben, tout le monde se foutait un peu de ma gueule. J'avais pas vraiment des dessins de fou et compagnie. Et au final, voilà, ben, j'ai fini dans un squat, comme les squatteurs et comme les punks à chiens et compagnie. Et je tatouais là-bas dedans. Et donc voilà, ça tapait un peu la manche, enfin la vie de squat. Et d'un coup, tu te rends compte que je fais le truc pour Peugeot. Au soir, on doit tous aller à l'hôtel, parce qu'il y avait le truc de l'automobile, le salon de l'automobile, un truc super guindé, donc des hôtels de luxe et compagnie avec les grandes marques. Et là, j'arrive à la réception, donc je dis qui je suis, pour quelle boîte. La réceptionniste, elle me reconnaît, donc la maître d'hôtel. Elle est super gentille. Elle avait eu une interview, elle connaissait mon taf. Et là, d'un coup, j'avais tout, accès. J'avais accès au sauna, aux machins, tout gratuit, le mini-bar et blablabla et blablabla, et de la gentillesse. Et sur le moment, encore une fois, dans l'ego, ben, t'es là, ah, je sens, mais putain, je suis un hôtel machin et tout. L'autre, elle me file ça. Et ce rappel-là, ça a vraiment été le départ, hein, c'est en 2014, donc c'est il y a 10 ans, hein. Ça a été vraiment le départ de me dire: «Mais mec, qu'est-ce que tu es en train de faire?» Et je me suis retourné, je dis: «Cette femme-là, il y a 10 ans, quand j'étais, dans la rue ou et que je ressemblais justement à rien, et malgré tout, elle m'aurait même pas filé 10 balles». Tu comprends? Et là, aujourd'hui, parce qu'elle avait vu mon nom, parce qu'elle avait lu un article et parce que je venais avec Peugeot, là, d'un coup, j'étais une personne intéressante.
parce que j'étais connu. Là, je devenais une personne intéressante où j'avais droit à un mini-bar et moi, je pense que finalement, la personne qui avait droit à un mini-bar et au sauna, c'était pas ce moi-là maintenant, c'était le moi d'il y a 10 ans, si tu veux, quand j'avais rien. Parce que souvent, un artiste, eh ben, il a tout. Donc, pourquoi il devrait avoir encore plus de ce qu'il a sur le moment? Et ce, ce machin, ce moment précis m'a mis un petit grain de sable dans mon rouage où c'est que je me suis dit, OK, je dois m'éloigner de ça parce que c'est pas juste ce que ressens moi en termes d'humain, tu vois? Voilà. Après, il y en a qui le prend et qui le font très bien, mais moi je trouve ça charmé, je m'en rêverais, mais je peux pas. Je dis: «Moi je dois m'extraire de ça» mais comment? Ben, je savais pas trop comment le faire, si tu veux. Donc ça, c'est un premier point où déjà le truc de l'ego, ça m'a un peu refreiné. Suite à ça, ben, il y a eu la période, je te dis, où je suis parti, là, en faire le gypsy, moi je trouvais ça génial d'aller faire des performances en 7 minutes et des tatouages à la main. Mais voilà, ça rapporte non plus pas assez, hein. Je prenais des petits prix, il faut que tu en fasses 150 par jour pour que ce soit, avantageux. Hem, donc ça marchait pas non plus. Je suis revenu bosser à Lausanne 5 ans pour faire du Photoshop parce que c'est ce que les clients me demandaient, c'était ce pourquoi j'étais aussi connu. Et pareil, il y a un truc qui fonctionnait pas là-dedans, c'est-à-dire qu'en rentrant là-dedans, il fallait que je me remette dans cette position d'ego où les gens, ils viennent, ils te flattent et c'est génial et tu es invité de partout. Et pour que ce soit cohérent aussi, il faut jouer ce jeu. Tu vois, c'est un peu comme un truc de réseaux sociaux, c'est-à-dire que si tu joues pas le jeu, ben, ça marche pas, c'est pas un réseau social, quoi. Et ça me déplaisait, fortement. Et puis, la troisième raison, c'est que moi, j'ai toujours été, je te dis, intéressé par les beaux objets. Donc je fais aussi du collage, du vrai collage, bien entendu, en plus du collage digital, où j'ai toujours depuis tout petit, comme je t'avais dit aussi, nous, on vivait dans les mobil-homes, mon père était maçon, on allait récupérer dans les décharges des vieilles pierres, des vieilles poutres, des encadrements, des trucs chouettes pour faire des maisons. Et moi, j'ai toujours traîné là-dedans et j'ai toujours, su que là-dedans, il y avait, une richesse incroyable en matériaux ou en objets que tu peux soit retransformer ou réutiliser pour faire des constructions. Donc j'ai toujours fait ça et mon parcours m'a amené à faire de plus en plus de déchetterie où c'est qu'on se dit: «Putain, mais il y a vraiment un problème chez nous», qui est un double problème. C'est-à-dire que ce n'est pas la vision des gens. Quand tu es dans une déchetterie, bon, tu te rends pas compte du problème et quand tu es dans la rue, tu as encore moins conscience du problème de ce qui se passe avec, ce qu'on fait de nos déchets, si tu veux. Et il y a 2 ans, donc dans un cadre artistique, hein, où c'est que je leur avais dit: «Écoutez, moi, je vais à la déchetterie pour récupérer des matériaux, pour faire des installations ou des collages» et qu'au fur et à mesure, je trouve tellement de choses que moi, je vais faire des donations, genre au Secours Pop, à Emmaüs, parce qu'il y a vraiment trop de choses qui, si moi, elles m'intéressent pas, elles sont encore bonnes. Et si tu veux, ça a été un peu mal pris, parce que, ben, j'arrive, je suis tatoueur, donc ben, voilà, avec, ma tête et tout ce qui va avec et puis tu vas voir ces gens-là et tu leur dis: «Écoutez, messieurs, en fait, vous faites mal leur taf». Donc sur une réunion, d'1 heure, hein, quand tu leur dis ça, ben, ils vont t'écouter 5 minutes si tu veux. C'est des choses qu'ils aiment pas forcément entendre, même si c'est la vérité. Et voilà, il y a eu 2 ans, un peu de débâcle, envoyer des dossiers, oui, non, bon, bah, présentez-nous un projet, nanana. Donc j'ai tout présenté tout ça, ça a pris un petit peu de temps et à la fin, ils m'ont dit: «Oui, bon, bah, il y a pas de budget, puis il y a pas d'espace». Et moi, je sentais que c'était quelque chose qui j'étais plus à l'aise dans le sens où là-dedans, moi, j'ai pas d'ego du tout, si tu veux. Je me retrouve comme un enfant sur la poubelle, qui trouve une boîte qui est encore bonne et qui dit: «Ah putain, je trouve un trésor, c'est génial». Il y a pas de truc où à dire: «Oui, moi je suis, où j'ai travaillé là, où j'ai fait ci», et puis en plus, je m'en fous, si tu veux. Et qui pourtant, toutes les expériences, antérieures ont été nécessaires pour, arriver à avoir cet aplomb, personnel, à se dire à se sentir bien là où on est, si tu veux. Si j'avais pas eu tout mon historique, je me sentirais pas bien à ma place, puis je me sentirais comme un cutéreux, si tu veux. Ça réuni, évidemment, c'est bien plus complexe que ça, mais le tout réuni fait que une fois qu'ils m'ont dit non, je dis: «Ben, en fait, moi, j'en ai marre de gueuler sans rien faire. C'est pas en allant à la benne et en ramenant, 4 sacs de temps en temps que je fais quelque chose». Mais je dis: «Bah, c'est moi qui vais le faire, en fait, tout simplement, c'est moi qui vais lancer ce truc-là». Heu, Et tu as lancé une campagne de crowdfunding pour ton nouveau projet de ressourcerie, qui est la manufacture de recyclage. Et ça se lance quand? Est-ce que c'est déjà lancé? alors, écoute, c'est déjà lancé officieusement dans le sens où, bah, moi, j'ai déjà plein de clients, qui m'ont dit: «Bah, oui, tiens, moi, j'ai cette maison à vider, j'ai ce machin». J'ai des gens qui travaillent dans le TP, tu vois? J'ai fini le 15, le 16, j'allais vider la maison d'un client, sa maman est morte. Donc ça a déjà commencé, mais non, je suis pas prêt. J'ai pas trop communiqué sur la page à partir de juin puisque j'ai eu une petite parution de journaux ici, là, qui m'a permis d'obtenir un local.
de 400 mètres carrés. Et le gars, il était super cool. Il m'a fait 3 mois gratos de travaux. Mais à partir de septembre, moi, je devais commencer à, si tu veux, régler. Donc, bah, j'ai pas fini les travaux. J'ai rendu mon appart fin août. Et puis après, j'ai travaillé. Je suis parti en Italie. Donc, tu vois, on est encore dans les cartons et tout le bazar. Et j'ai déménagé donc l'espace là. Donc, je pense et j'espère pouvoir faire une ouverture pour janvier, quelque chose comme ça, quoi. Et quel lien tu fais avec, le tatouage ou l'art en général avec ce projet? Et où est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs? Ouais, ben, en fait, bien sûr qu'il y en a. Bah, du coup, en fait, j'ai toujours fait ça, dans le sens où, chaque fois que je regarde ce que j'ai fait, même dans mes tatouages, j'ai toujours, recyclé des vieilles images. Je suis allé sortir des vieux bouquins. Tu vois, c'est peut-être ça de l'inspiration dont tu parlais, où je suis allé chercher des trucs qu'on ne pensait pas aller chercher. Où ça se faisait, hein, mais c'était très anecdotique. Il y avait toujours quelqu'un qui ramenait le bouquin de sa grand-mère parce qu'il y avait un motif dessus qu'il aimait, qu'il était tout petit, puis qu'il voulait ça, tu vois? Mais je l'ai plus ressorti dans le sens où je le faisais beaucoup plus, pas machinalement, mais beaucoup plus souvent. C'est-à-dire, je sortais toujours des vieux bouquins, les vieux trucs, les vieilles typos, les vieux symboles là pour les paragraphes et compagnie. Donc, j'ai toujours fait ça, même dans les flashs. Ma série de flash là, quand j'avais fait les séries de flash, c'est que des vieux motifs que j'ai pris en photo depuis tellement longtemps, soit dans des vieux bouquins, soit dans la rue, soit dans des musées que je retraitais et refiltrais. Et finalement, je faisais ça déjà dans le tatouage, c'est-à-dire je faisais du recyclage d'images que soit je pimpais, soit je refaisais tel quel avec un peu de nettoyage, ou soit que j'assemblais avec d'autres pour faire une autre création. Et le lien avec l'artistique, c'est-à-dire qu'avec tous ces gens incroyables que j'ai rencontrés pendant tout du long, là, des gens qui humainement sont géniaux, et ben, ça me permet moi d'avoir des artistes ici où, par exemple, moi, tu m'aurais dit il y a 10 ans, tu m'invitais dans un shop comme ça à faire une résidence d'une semaine et tu me laissais un établi avec des vieux papiers, des morceaux de ferraille, du bois, et tu me dis bah tiens, tu as une semaine pour sortir un truc, ouais, j'aurais été ravi. Mais pareil, je parlais d'Expanded Eyes tout à l'heure, eux ils sont complètement chauds sur le projet. Ils m'ont dit bah, dès que tu ouvres, c'est pareil, ils viennent faire une résidence là d'une semaine pour créer une pièce. Et alors en tout, tu tatoué combien de temps? Eh ben, écoute, je pense que moi, j'ai dû commencer à être dans le milieu, fin 98, voilà, 98-99, donc ça va faire 25-26 ans, quoi. Et avec le recul de tes 25 ans de tatouage, qu'est-ce que, ça a été quoi tes plus grandes difficultés, tes plus grandes réussites? Écoute, la réussite, c'était de quand même sorti, voilà, d'un espèce de petit trou et puis d'avoir réussi à trouver une petite patte qui puisse inspirer d'autres personnes comme moi j'ai pu le recevoir. Ça c'est intéressant toujours de redonner un petit peu. Et puis, non, ça a été une période géniale. Puis, moi, je pense que ça, c'est l'époque dorée, elle était là où c'est qu'il y avait encore tout à faire. Par exemple, si moi j'arriverais aujourd'hui sur la scène avec ce que j'ai présenté, moi, je serais déjà noyé dans la masse. C'est-à-dire que j'étais là au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes influences et la bonne pensée. Et puis, ça permettait d'avancer. Si tu veux, comme il n'y avait pas grand-chose, bah, tu pouvais présenter des choses qui n'étaient pas non plus très structurées et c'était déjà la différence qui faisait un centre d'intérêt, quoi. Et que là, aujourd'hui, tu en 20 ans, le tatouage, comme il a pris un coup de pied dans le cul. Ouais, ça a explosé, mais justement pour conclure, qu'est-ce que tu peux souhaiter au monde du tatouage, aujourd'hui? Ben, je lui souhaite qu'il continue simplement le tatouage, ça nous appartient pas, hein, ça appartient à l'humanité, c'est vraiment le truc, c'est le truc de la société, c'est passé déjà partout, par tous les stades, ça le refera encore. Là, c'est un stade, je t'avoue, qui me parle pas vraiment. On est plus dans un truc un peu fame, ou fashion, tu vois? Un petit peu même fast fashion, même pour dire d'eux. Voilà, personnellement, c'est encore aussi un facteur de pourquoi moi je dis là en ce moment peut-être qu'il faut, tu vois, que je m'efface de la scène. C'est plus, ça me correspond plus forcément. Mais c'est pas parce que ça me correspond pas que je suis pas capable de l'apprécier et de dire ok, bah c'est la vie que cette chose-là doit mener. Et voilà, le tatouage, ça a été un moment pour les prisonniers, un moment pour les rois, un moment pour les princesses, un moment pour les, je sais pas ce que tu veux, mais c'est passé par 10 milliards de facettes pour ça, c'est-à-dire que quand il rentre là-dedans, ben voilà, qu'il soit émerveillé de tout ce que ça peut ressortir et même si c'est juste pour le côté fashion. Bah, merci beaucoup pour, d'avoir partagé tout ça.
Eh ben, merci à toi. Merci pour ton intérêt. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.